Vladimir Zelensky a rencontré à Londres les pays de l'E3 et ils ont rejeté le plan de paix de Donald Trump. Selon Politico, le régime de Zelensky n'a pas l'intention de céder le moindre territoire. Donald Trump a eu quelques mots bien choisis pour Zelensky ces derniers jours. Ça fait longtemps. Les choses ne vont pas particulièrement bien. Oui, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est un moment important pour organiser une élection. Ils utilisent la guerre, non pas pour organiser une élection, mais je pense que le peuple ukrainien devrait avoir ce choix. Peut-être que Zelensky gagnerait, je ne sais pas qui gagnerait, mais ils n'ont pas eu d'élection depuis longtemps. Ils parlent de démocratie, mais à un certain point, ce n'est plus vraiment une démocratie. Je pense qu'il y a actuellement deux obstacles majeurs. Le premier, c'est que, bien que les notes de discours aient été rédigées, qu'il y ait 20 ou 28 éléments, elles renvoient encore à l'idée initiale d'un cessez-le-feu, avec des échanges territoriaux et un certain retrait du Donbass et de Zaporizhia, et ainsi de suite, dans le cadre d'un cessez-le-feu ou d'une cessation des hostilités, ou quel que soit le terme que l'on veuille employer. Et je pense que l'un des principaux obstacles, c'est qu'il me semble toujours que Trump et son équipe veulent quelque chose de court terme, de rapide, quelque chose qui attire l'attention et fasse la une des journaux. Le cessez-le-feu, c'est, vous savez, j'ai arrêté la guerre. C'est une bonne publicité. Et cela se heurte à l'affirmation répétée de Poutine. Non, nous ne voulons pas simplement un cessez-le-feu. Ce qu'il faut, c'est une solution politique à long terme. Il y a donc les exigences à court terme. Trump veut quelque chose de rapide, quelque chose qui attire l'attention et fasse la une. Et Poutine veut une solution durable au problème. Pour le moment, je pense qu'ils ont peut-être fait un petit pas dans cette direction, mais fondamentalement, la situation reste la même, car Poutine a répété à plusieurs reprises que ce n'est pas que nous ne voulions pas traiter les symptômes. Nous voulons traiter l'essence du problème. Et l'essence de tout cela, c'est l'expansion de l'OTAN depuis la réunification de l'Allemagne, toujours plus loin, et maintenant elle est à notre porte. Et cela doit cesser. Mais ce point n'est pas abordé dans ces éléments de langage. Bien sûr, nous ne savons pas exactement ce qui a été discuté à Moscou. Les Russes font très attention à ne rien divulguer, insistant sur la confidentialité après quelques fuites survenues il y a quelques jours. En réalité, l'un des éléments ici est cette disparité entre le désir à court terme d'obtenir quelque chose de rapide et de public, et la volonté des Russes d'avoir une solution à plus long terme, à la fois pour l'Ukraine et pour le processus global. Et l'autre problème, bien sûr, reste l'Europe. Les Européens ne céderont pas. Ils ont dit à Zelensky, d'après ce que je comprends, et cela a été répété par de nombreuses personnes ayant participé à ces discussions, qu'ils lui ont dit « Non, ne concédez aucun territoire. Restez où vous êtes. Dites que vous contrôlez toujours Pokrovsk. Dites-leur que les principales zones défensives du Donbass tiennent bon. Ne dites rien qui laisse entendre que vous allez changer quoi que ce soit. » Donc c'est vraiment un non à Trump, c'est un non total à Trump. Et ils essaient, à mon avis, de modifier en quelque sorte l'équilibre. Alors que se passe-t-il vraiment, je pense, dans ce pays? Parce que vous avez mentionné, vous savez, les Européens, guerre, guerre, guerre contre la Russie, guerre cette année, l'année prochaine, en 2030. Les Européens semblent être complètement obsédés par l'idée d'une guerre avec la Russie. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas les effectifs, parce que culturellement l'Europe ne veut pas de guerre. Regardez les jeunes aujourd'hui, vous pouvez les imaginer. Ils s'intéressent davantage aux vacances et aux dernières marques à la mode, pas à partir à la guerre.
Donc ce qui se passe, à mon avis, c'est que si l'on prend tout cela en compte, pas d'argent, pas d'armes, pas de conscription probable, la conclusion, c'est qu'ils cherchent quelque chose qui puisse provoquer. En fait, on revient vraiment à l'époque de Roosevelt et de Churchill. Vous savez, Churchill cherchait la provocation, il cherchait son Pearl Harbor. Eh bien, il a trouvé Pearl Harbor, et cela a entraîné l'Amérique dans la guerre contre l'Allemagne. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on entend parler, vous savez, d'attaques contre des pétroliers en mer Noire, c'est en réalité l'Europe qui essaye de pousser l'Amérique, un Trump réticent, dans un conflit avec la Russie, parce qu'elle est déterminée à poursuivre la guerre contre la Russie. C'est une longue histoire, mais elle remonte à bien longtemps. Elle remonte vraiment à cette période où Biden prononçait des discours très manichéens, je pense. Vous savez, avec un éclairage rouge et des tons très dramatiques. Tout tournait autour du bien et du mal. Nous sommes la lumière, et ces autocrates et la Russie sont les ténèbres. Et cela convenait parfaitement aux Européens à cette époque. Vous savez, l'Union européenne à l'époque, tout le monde parlait du déficit démocratique car c'était qu'une structure bureaucratique. Il n'y avait pas d'élection. Je veux dire, des personnes comme von der Leyen n'ont jamais été élues. Et ce que cela leur a offert, c'était, pour ainsi dire, une manne tombée du ciel, parce que ce langage manichéen de la lutte du bien contre le mal leur donnait une identité, un drapeau autour duquel rassembler les peuples d'Europe pour donner un sens à l'Union européenne et à l'OTAN. Nous partons en guerre. Mais le problème, c'est que maintenant, je pense qu'ils croient à leur propre propagande, et cela inquiète vraiment les Russes. Ils deviennent très préoccupés. Et bien sûr, ils sont inquiets à propos de ce genre de discours répétitif sur, vous savez, le fait de préparer ses enfants à être sacrifiés, et des propos tenus par ce militaire français. Donc pour eux, on peut voir le double choc qu'ils subissent actuellement. D'un côté, ils sont en train de perdre la guerre en Ukraine, et de l'autre, la déclaration de sécurité nationale des États-Unis, qui disait en substance que l'OTAN n'est pas éternelle, et que les élites européennes sont répressives, totalitaires et tout le reste. Ils sont donc vraiment désespérés maintenant, parce que tant de choses reposaient sur ce pilier selon lequel, en gros, ils adulaient Biden à l'époque. Ils se sont lancés dans les sanctions contre la Russie avec zèle, enthousiasme et la volonté de les poursuivre. Oui, la Russie va s'effondrer d'ici quelques semaines, a déclaré le ministre français. Elle va s'écrouler. Et maintenant, soudainement, ils découvrent que tout ce sur quoi ils comptaient leur a été retiré, simplement balayé. Et qu'est-ce qu'il reste? Je veux dire, rien. Alors quand Trump dit « Nous allons normaliser nos relations avec la Russie », ils répondent « Non, non, nous ne pouvons pas faire ça. Ce serait une catastrophe pour nous, pas pour les peuples d'Europe, mais pour les élites qui ont construit leur monde technocratique autour de Bruxelles. » Donc je pense qu'ils disent non. Et vous savez, cela va compliquer les choses. Cela rendra les choses plus difficiles, sauf que les Russes avancent très vite maintenant. Et je pense que très bientôt, nous les verrons se diriger vers Kherson et au-delà, car c'est une zone stratégique, la Novorossia, dans le sud, et je pense que nous les verrons s'y déplacer. Et le Donbass va tomber de toute façon, d'ici le 25. Nous n'avons pas besoin d'attendre que Zelensky accepte un retrait de ce qu'il en reste. Il n'y a que 2 villes, Kramatorsk, 1 ou 2 villes qui font partie de cette immense ligne défensive. Je veux dire une ligne extraordinaire. Parlons d'une ligne Maginot que les Américains et l'OTAN ont construite en 2014 comme une sorte de protection pour Kiev et cette partie de l'Ukraine. Donc, je pense que la réponse à la question « Où en sommes-nous maintenant ?» est la suivante. Je ne pense pas qu'il y aura un accord pour un cessez-le-feu temporaire.
La Russie n'acceptera pas cela. Je ne pense pas que l'effondrement en Ukraine, à la fois l'effondrement politique de leur direction et l'effondrement militaire, va s'arrêter. Et je pense que les avancées russes vont s'accélérer. Voilà où nous en sommes, je crois. Avec le document sur la stratégie de sécurité nationale, nous avons vu Donald Trump s'en prendre à l'Europe tout au long de celui-ci. Et ensuite, nous avons des images comme celle-ci, pendant la visite de Zelensky en Europe, avec Scholz, Macron et Starmer, tous regroupés autour de lui. Pour de nombreux observateurs, cela donne l'impression que l'Europe et Zelensky sabotent toute tentative parvenir à un accord entre les États-Unis et la Russie sur l'Ukraine. Mais en même temps, vous venez de dire que l'objectif global de Donald Trump est un cessez-le-feu, que la Russie n'acceptera jamais. Alors, qu'est-ce qui motive réellement ce conflit? Et pourquoi Trump ne dit-il pas simplement « Non, nous allons faire ce que nous voulons ». Il a souvent tendance soit à cautionner, soit à se désengager de ce que font Zelensky et l'Europe. Nous avons déjà vu cela lors de précédentes tentatives de promotion de la paix. Que pensez-vous de cette dynamique? Eh bien, ce que tu as dit est tout à fait juste. Ils sabotent tout, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce groupe déteste Trump depuis son arrivée au pouvoir, et ils attendaient avec impatience qu'il perde les élections de mi-mandat. C'est leur état d'esprit. Ils veulent que la guerre continue parce que cela les concerne directement. Ils ne survivraient pas à une guerre perdue, et ils ne survivraient pas politiquement. Leur carrière serait terminée, car cela entraînerait un changement politique. Tout cela s'est produit lentement, car les ponts vers une nouvelle Europe ont été démolis. Tout est centriste, des partis centristes minoritaires. Le NSS avait parfaitement raison. Les élites viennent de partis centristes minoritaires qui parviennent à écarter ceux qu'ils considèrent comme les populistes de gauche et les populistes de droite. Et ils dominent les médias et leurs éléments de langage. Ils essaient essentiellement de bloquer Trump et de maintenir la guerre par tous les moyens. Ils tentent de s'emparer de l'argent russe, les avoirs gelés, pour financer ce qu'ils appellent un prêt de réparation. Seule Bruxelles, ou plutôt la Belgique, s'y oppose, car Euroclear y est basé, et ils risqueraient 50 ans de procès si cela passait. Mais ils sont désespérés de le faire, juste pour prolonger les choses encore quelques mois. Le temps de voir s'ils peuvent obtenir une pause afin de regrouper les forces ukrainiennes, de les réarmer et de les réentraîner. C'est de cela qu'il s'agit vraiment dans tout ce discours en Europe sur les garants de la sécurité. Ce ne sont pas des garants de la sécurité. Ils veulent que les formateurs et les fournisseurs d'armes soient à l'ouest de l'Ukraine, en train de constituer une nouvelle armée pour affronter la Russie en temps voulu. Et vous savez, je ne pense pas que l'Amérique est en train de changer et elle n'en veut pas. Elle ne veut pas, je veux dire, vous savez, la foule MAGA et la base ne veulent pas que l'Amérique soit entraînée dans la guerre. Mais ils essaient. C'était dans la mer Noire. Le prochain sera dans les pays baltes, parce qu'il y a un passage très étroit que la navigation russe peut utiliser. Et l'Estonie a un rocher en plein milieu sur lequel elle revendique sa souveraineté. Donc, soit des avions, soit des navires. Il est très clair ce qu'ils préparent. Et toutes ces histoires sur ces mystérieux drones russes, je veux dire, ils ont été examinés par au moins un État en Europe, et il n'y a rien là-dedans. Il n'y a aucune implication russe. Tout cela vise à attiser la peur parmi le public européen, à maintenir la position des élites intacte. Alastair, qu'est-ce qui empêche Donald Trump de... Beaucoup d'analystes sur cette émission et ailleurs ont dit que l'Europe, Zelensky, leurs dirigeants, ces dirigeants sont des vassaux selon certains des États-Unis. Mais qu'est-ce qui empêche Donald Trump de simplement dire « mauvais vassaux, faites ce que je dis ». Parce qu'en ce moment, il semble que si on les compare à des vassaux,
ou, comme Pepe Escobar appelle certains de ces pays, des chihuahuas. On dirait que les chiens sont presque lâchés et qu'ils ne peuvent pas vraiment être contrôlés. Qu'en pensez-vous? Pourquoi Donald Trump n'arrive-t-il pas à imposer son autorité s'il dit vouloir des élections en Ukraine? Pourquoi celles-ci n'ont-elles pas lieu? Il l'a déjà dit auparavant et il l'a récemment répété. Il n'a pas le contrôle. C'est pourquoi il n'est pas un agent libre en ce qui concerne la Russie. Cela fait partie de l'architecture la plus profonde de l'état de sécurité permanent, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et ils ne le permettront pas. Il y a de grands intérêts en jeu, des intérêts financiers. L'Ukraine a été, vous savez, une sorte de blanchisserie pour l'argent des contribuables entrant d'un côté et ressortant sous forme de contributions aux campagnes, et ainsi de suite aux États-Unis. Et l'Europe n'est pas à l'abri de ce type d'influence. Donc ça a été une véritable combine. Et ça, c'est une chose. Mais l'État profond a toujours été là et n'a jamais permis deux choses. On n'autorise jamais la moindre divergence quant à ce qu'on exige de tout candidat à la présidence, à savoir un soutien bipartisan et inconditionnel à Israël. Et l'autre sujet, c'est la Russie, la démanteler et l'arrêter. Pourquoi est-ce si important? Parce que si l'on regarde le monde tel qu'il est perçu par Davos et ce cercle-là, la dernière chose qu'ils veulent, c'est l'émergence d'un autre pôle de puissance porteur de valeurs, d'une civilisation qui s'oppose directement, si l'on veut, à la civilisation européenne dégradée et vidée de sa substance. Ils ne peuvent pas se permettre que cela se produise. Vous savez, depuis 500 ans, les Européens ont eu le sentiment que leur vision du monde n'était pas contestée. Leur compréhension du monde, leur littérature, tout cela demeurait incontesté. Et puis soudainement, d'autres civilisations émergent, et elles ne peuvent pas imaginer un monde où l'Occident ne serait pas la force principale, l'hégémonie dominante. Alors ces forces ne permettront pas à Trump d'agir librement. Il n'a pas une pleine autonomie. Maintenant, s'il obtient un cessez-le-feu, la raison pour laquelle il insiste autant sur un cessez-le-feu, pourquoi c'est si important pour lui, c'est qu'avec un cessez-le-feu, il peut dire au public et en faire tout un spectacle. Regardez, c'est la 8e guerre que j'ai arrêtée. Vous feriez bien d'en informer le comité Nobel. C'est la 8e guerre que j'ai arrêtée et nous avons un cessez-le-feu. Pas de règlement permanent, je dis simplement un cessez-le-feu. Mais la raison pour laquelle c'est important, un cessez-le-feu et non un règlement permanent, c'est qu'il peut présenter cela à l'architecture profonde, au réseau d'influence en Europe et en Amérique, et dire écoutez, c'est une pause, c'est un cessez-le-feu, c'est une pause. Et cela leur permet de renforcer à nouveau les Ukrainiens et leurs forces. De plus cette guerre dure, même à faible intensité, plus elle ronge l'économie russe. Elle affaiblit la Russie, son économie, son moral, et qui sait, cela pourrait finir par obliger Poutine à quitter la scène. Bien sûr, c'est une illusion, ce n'est pas réel. Mais c'est ainsi que cela peut être présenté aux deux camps pour conclure l'accord entre les deux acteurs de ce jeu, ceux qui y ont des intérêts. Les Européens et d'autres veulent que la guerre continue. Les puissances profondes veulent que la guerre continue parce qu'elles ne supportent pas l'idée d'un État civilisé, sûr de lui, autonome et soutenu par la majorité de son peuple. Cet État est en train de croître. Et ce qui reste de la civilisation européenne s'y trouve, plus en Europe. On peut le voir dans la culture à Rome. Et cela, tu sais, est tout simplement inconcevable pour les élites, de voir une telle chose se produire. C'est pourquoi il ne peut pas simplement le faire, ne peut pas simplement dire non, parce qu'il n'a pas d'autonomie. Ces méga donateurs, n'oublions pas, tout cela relève de la politique américaine, c'est tout, tu sais, la technocratie sécuritaire qui dit non. Mais au-dessus de cette technocratie,
Il y a encore plusieurs couches, et les couches supérieures, les grands donateurs, ont des intérêts de pouvoir, des intérêts à maintenir l'Amérique comme hégémon, principalement parce que ça protège Israël. Mainly because it protects Israel.